Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Un environnement sec et hostile, des pierres et du sable, on se croirait sur une autre planète. Pourtant, c'est bien sur Terre, au pied du Teide, un volcan des Canaries sur l'île de Tenerife, que l'on découvre la beauté sauvage de ce paysage martien. On est venu ici parce que c'est très proche de Mars, de l'environnement martien, de ce que les caméras verront, de ce à quoi le paysage ressemblera, de la morphologie et de la structure de la surface, et aussi du sol dans une certaine mesure. Le projet Proviscout que coordonne Gerhard Parr planche sur les problèmes que pose la mobilité autonome en milieu hostile et mène des tests de caméras et de software pour ExoMars, une mission robotique d'exploration martienne de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. L'un des défis réels du futur consistera à envoyer sur Terre des données optimales avec une capacité limitée de transmission. Ce qui veut dire que l'on ne peut pas se contenter de prendre des photos, des milliers de photos. On doit en sélectionner des dizaines par jour, donc on combine plusieurs défis. La mobilité autonome à la surface et la sélection automatique de cibles intéressantes. Mars, la planète rouge, la planète de tous les secrets. En août 2012, la NASA réussissait avec brio à y poser Curiosity, un véhicule autonome qui aujourd'hui étudie la surface du sol martien. À Rome se trouve la plus ancienne institution scientifique du monde, l'Accademia dei Lincei. Des experts internationaux y discutent exploration spatiale. Ce qui est nouveau avec ExoMars, avec le rover en particulier, c'est ce qu'on appelle la mobilité. La mobilité pas seulement horizontale, mais aussi verticale. Tout comme Curiosity, ExoMars enverra des photos et des analyses d'échantillons de la géologie de surface ou des gaz qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Mais sa mission principale est ailleurs. On sera capable de prélever des échantillons sous la surface, ce qui est très important pour savoir s'il y a des traces de vie ancienne sur Mars. Le rover européen percera la croûte du sol martien jusqu'à 2 mètres de profondeur pour en étudier la composition, mais surtout pour y chercher des traces de vie passée ou, rêvons un peu, actuelles. Cette recherche de la vie sur Mars passe aussi par la Terre, par les eaux rouges du Rio Tinto, le bien nommé, dans une région minière du sud de l'Espagne. Dans le Rio Tinto, on trouve des bactéries qui peuvent vivre dans des conditions extrêmes. C'est pourquoi on les appelle les extrémophiles. Les conditions extrêmes auxquelles ces bactéries sont confrontées, ce sont des eaux très acides. La caractéristique principale de ces bactéries, c'est non seulement qu'elles peuvent vivre dans des eaux acides, mais aussi qu'elles créent elles-mêmes cette acidité. Elles utilisent l'énergie du fer pour leur métabolisme et elles transforment l'eau en acide sulfurique, ce qui rend les eaux acides et propice à la vie des bactéries. Ces bactéries, à l'origine de la vie telle que nous la concevons, on espère les trouver sur Mars, plus précisément dans l'eau présente sous forme de glace dans certaines régions, sous la poussière de surface. Il pourrait y avoir une vie extrémophile active. Mars peut nous aider à comprendre des choses sur la vie, sur notre forme de vie. Le problème, quand on fait des recherches sur les origines de la vie, c'est que nous n'avons qu'un seul exemple. En science, ce n'est pas bon de n'avoir qu'un seul exemple parce qu'on ne peut pas faire de comparaison. On ne sait pas si la vie qui est ailleurs, si elle existe, repose sur les mêmes principes que ceux que nous connaissons sur Terre. Près de Madrid, un bâtiment futuriste, voici le centre d'astrobiologie de l'INTA, l'agence spatiale espagnole. C'est ce qui se fait de mieux pour l'étude de la vie issue de la chimie du carbone.
Le centre d'astrobiologie a été créé dans l'objectif ambitieux de découvrir les origines de la vie. Bien sûr, on ne peut pas être exhaustif dans toutes les disciplines concernées, mais on veut davantage explorer les champs où elles se recoupent et où il y a beaucoup de recherches à mener. On a des astrophysiciens, des géologues planétaires pour étudier les corps célestes de notre système solaire et des chimistes prébiotiques pour tenter de comprendre la chimie qui a précédé l'apparition de la vie elle-même. Ce centre, qui associe les principales agences spatiales, est unique en son genre. Il regroupe dans un même lieu toutes les disciplines concernées par la recherche sur les origines de la vie et sur de possibles formes de vie extraterrestres. Une centaine de scientifiques du monde entier y travaillent. Nous avons aussi un département important pour nous, l'ingénierie. Cela peut sembler assez éloigné de l'astrobiologie, mais ce n'est pas le cas. L'astrobiologie a une composante très expérimentale. Pour savoir s'il existe une vie ailleurs, il faut développer et construire de nouveaux instruments avec de nouveaux concepts. C'est là un côté non négligeable de la recherche, notamment spatiale, concevoir des applications technologiques qui puissent s'adapter à la vie de tous les jours. Mais la recherche des origines de la vie va encore plus loin. Il ne faut pas oublier que l'ESA a été capable de poser une sonde sur Titan pour analyser l'atmosphère et la surface de cette lune, et on sait aujourd'hui qu'il y a du méthane et de l'éthane sous forme liquide. Cela faisait partie de la mission Cassini menée avec la NASA et l'agence spatiale italienne. L'orbiteur Cassini continue d'ailleurs de fournir de merveilleuses informations sur le système de Saturne. Titan à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Grâce au largage de la sonde Huygens par le vaisseau mère Cassini en 2005, le monde scientifique a recueilli une mine d'informations sur la plus grosse des lunes de Saturne, notamment sur la composition de son atmosphère. Donc il y a des analogies importantes entre la Terre primitive et Titan. Il y a une chimie du carbone très évoluée. La seule différence est l'absence d'eau liquide en permanence. Donc allez voir ce qui se passe actuellement sur Titan et comprendre cette chimie. C'est mieux comprendre une chimie qui s'est passée sur Terre il y a 4 milliards d'années à peu près et pour laquelle nous n'avons aucune trace tangible aujourd'hui. En explorant Titan, ce ne sont plus des bactéries que l'on recherche, mais les briques de la vie qui ont précédé l'apparition de la matière vivante. On va étudier les étapes qui ont conduit à la complexification de la matière. On est loin du système vivant, mais on est dans les processus de complexification de la matière vers de la matière carbonée qui, à la fin, sera capable de se reproduire. Les réactions chimiques qui se déroulent sur Titan ont été reproduites en laboratoire jusqu'à obtenir des molécules carbonées complexes et des particules solides, les tholins. Ce que les scientifiques appellent tholins, c'est tout matériau organique complexe que l'on fabrique quand on essaye de simuler en laboratoire en environnement extraterrestre. Et ils nous intéressent ces matériaux parce que, a priori, d'après ce que l'on connaît déjà d'eux, quand on les met dans l'eau liquide, ils évoluent vers de la matière complexe. Cette expérience, baptisée Plasma, est menée au LISA, le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques à Paris. Elle nous fait remonter au tout début de l'évolution chimique terrestre. Mais est-ce ainsi par chimie pure que la vie est apparue sur Terre, ou bien a-t-elle été amenée par d'autres corps célestes? Effectivement, il y a un autre objet qui nous intéresse de près, ce sont les comètes. Bien des mystères les entourent, notamment la composition de leur noyau qui pourrait contenir les germes de la vie. Et pour en avoir le cœur net, il faut y aller, c'est tout l'objet de la mission Rosetta. Lancé par l'ESA en 2004, ce vaisseau se dirige vers la comète 67P qui croise à des millions de kilomètres de la Terre. En 2014, il arrivera à son contact et larguera Philae, un petit atterrisseur pour étudier son noyau. D'autres corps célestes vont faire l'objet de missions de recherche de la vie, comme Encelade, magnifique lune de Saturne, et Europe, une lune de Jupiter, qui présentent toutes deux l'élément primordial de la vie, l'eau.
Au final, on ne cherche pas la vie, mais des zones habitables, ce qui veut dire des endroits où tous les éléments sont réunis dans un environnement compatible avec la capacité de développer la vie. C'est pourquoi de nos jours, la recherche ne se limite pas à notre système solaire, mais va au-delà, et on doit explorer d'autres systèmes au-delà du nôtre, d'autres lunes et d'autres planètes autour d'étoiles. Aujourd'hui, 17 ans après la découverte de la première planète extérieure au système solaire, on recense plus de 700 exoplanètes. Bien sûr, on cherche un corps céleste qui ressemblerait à la Terre et où la vie aurait pu se développer. Des télescopes spatiaux repèrent les étoiles dont l'intensité lumineuse varie, ce qui indique le passage d'une planète devant l'étoile. L'information est ensuite transmise aux appareils d'observation terrestre. Ici, on pointe notre télescope sur les planètes susceptibles d'être des exoplanètes. On peut les observer longtemps. Si c'est un objet intéressant, on peut passer des jours à l'étudier et dire finalement, il pourrait bien être qualifié d'exoplanète et on l'observe ensuite au grand télescope. Un travail de fourmi qui, nuit après nuit, mobilise les télescopes du monde entier. Quelle forme de vie recherchons-nous sur des planètes lointaines et avons-nous déjà l'arsenal scientifique pour les débusquer? Ce que font les grands télescopes, c'est premièrement de confirmer les données fournies par les satellites et les observations des petits télescopes. Deuxièmement, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de découvrir ce que l'on appelle les marqueurs de vie. L'homme s'est donné pour défi de trouver et comprendre l'origine de la vie qui nous entoure et nous appartient, une tâche qui peut sembler infinie, mais qui permet déjà d'énoncer certaines vérités. On se donne beaucoup de mal pour comprendre comment la Terre, ce corps céleste, s'est formé et comment la vie y est apparue. Pour moi, il est aussi très important de préserver ce monde et cette vie. Et on ne doit pas seulement travailler sur l'exploration, mais aussi sur les moyens de ne pas détruire ce que la nature a construit jusqu'ici. La vie, la Voie lactée aux centaines de milliards de corps célestes, leurs nombreux secrets ont de quoi donner le vertige aux fragiles poussières d'étoiles que nous sommes.